Tout sur la fonction publique, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans cette émission pour parler de tout ce qui se passe à la fonction publique avec l'action menée par le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique. Jean-Pierre Liéou Eboa Kalokola Mongali Bana. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je suis avec Nadine Kilocho, RTNC. Nadine Kilocho, bonjour. Bonjour Thibasso, ça va? Ça va bien? Merci. Et toi? Je vais bien. Voilà, merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi. Nous recevons Monsieur Jean-Baptiste Ndefou Swatongi, directeur, chef de service de la gestion base des données numériques des ressources humaines de l'État et recensement. Jean-Baptiste Ndefou, bienvenue. Merci. C'est beaucoup de travail pour une seule personne. L'administration si grande de la RDC, avec 2 345 000 km² de territoire, ce n'est pas donc facile de pouvoir assurer les responsabilités que vous assurez comme directeur, chef de service en charge de base de données numériques des ressources humaines de l'État congolais et recensement. C'est quand même une tâche énorme. C'est vrai, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour pouvoir en parler. C'est que c'est d'abord l'homme et puis la détermination. Vous savez que la République, la nôtre ici, a au moins aujourd'hui 62 ans d'âge. 62 ans d'âge et pendant lesquels, dans cet environnement où il y a explosion des nouvelles technologies de l'information, et il n'y a pas l'expertise qui nous manque, on n'arrive pas à maîtriser les effectifs. C'est un problème. C'est un problème aujourd'hui. On ne sait pas dire avec exactitude combien d'agents de l'État que la République prend en charge. Alors c'était un défi qu'il fallait relever à tout prix. Et nous nous sommes dit, c'est notre pays, nous ne pouvons que nous mettre pour réussir à donner à la République les effectifs réels pris en charge par les trésors publics. Mais le grand problème, c'est que, comme vous le savez, depuis que la réforme a commencé, depuis 2005, tous les recensements qui se sont opérés ont produit des résultats qui, fort malheureusement, étaient gardés dans des box, dans des machines. On n'a pas su les consolider. Et quand nous sommes arrivés, l'intitulé de notre direction, c'est « Gestion de la base des données ». On aurait pu gérer s'il y avait une base, mais il n'y en avait pas. Donc nous avons commencé par constituer cette base. Et là, nous avons changé les paradigmes. Au lieu de parler des recensements qui donnent les résultats, nous avons commencé par demander d'abord les listes déclaratives qui sont venues des administrations elles-mêmes et sur base desquelles nous avons constitué notre base de données. Voilà un peu la nouveauté que nous avons apportée. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que rien que pour les services centraux, nous avons la totalité des informations, à 99%, parce qu'il y a toujours quelques-uns qui posent encore problème pour des raisons simples. Il y en a qui sont malades, de longue durée, qui n'ont pas pu renseigner suffisamment leur situation. Il y en a qui sont aujourd'hui aux études, qui ont fait la mise en disponibilité, qui n'ont pas renseigné suffisamment leur situation. Il y en a dont la situation demeure encore floue parce qu'ils sont en détachement et ils n'ont pas pu se rapprocher de leurs administrations sectorielles pour renseigner. Et donc, c'est un peu ça. Mais en bref, pour l'ensemble des services centraux, je crois que nous avons les informations et c'est la première base sur laquelle nous allons commencer la suite des travaux, entre autres l'identification dont on pourra toujours parler. La gestion de base des données. Aujourd'hui, vous assurez que vous avez déjà une base des données. Où en êtes-vous avec l'identification de ces éléments? Oui, la base des données, elle est constituée de deux parties. D'abord, il y a la partie administrative, les informations par rapport au nom, date de naissance, date d'engagement, tout ce que vous voulez là. Et il y a l'autre partie, ce sont les données biométriques. Et c'est pourquoi nous parlons de l'identification biométrique, qui va avoir lieu très bientôt. Nous n'attendons que le go de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, évidemment, avec la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous allons commencer l'identification biométrique. C'est-à-dire, la différence entre le recensement et l'identification, c'est laquelle?
Le recensement, c'est sur l'État. Quelqu'un arrive, vous commencez à prendre ces informations, séance tenante. Nous, ici, nous avons déjà les informations. Dans le système, l'agent qui arrive, juste question de communiquer son matricule ou son nom, on clique dans le système, on a ces informations, nous ne prélevons que les empreintes et la photo. Et c'est vite fait. Voilà donc. Et ces empreintes et ces photos que nous allons prélever, c'est pour venir consolider la base. De sorte que s'il y a une personne qui tente d'apparaître 2 fois, parce que vous savez que dans le travail que nous sommes en train de faire, nous avons relevé qu'il y a des personnes qui opèrent dans 2-3 ministères. Nous les avons capturés dans le système. Ils font l'objet d'analyse pour le moment, mais avec ce que nous allons faire, personne ne peut devenir 2 fois. Parce qu'aussitôt qu'il va poser ses empreintes, même s'il change de nom, on saura que c'est la même personne. Le système va le détecter. Voilà la différence entre le recensement d'hier et l'identification qui sera faite demain. Avant d'accorder la parole à ma consoeur Nadine Clochot de la RTNC nationale, c'est pour cette raison que le vice-premier ministre a visité il n'y a pas longtemps les centres, les sièges même de Big Data où seront logées toutes les données de l'administration publique. Tout à fait, tout à fait. Nous avons dû bénéficier, mon cher Crispin, de l'appui de la Banque mondiale, dans le cadre du système intégré de gestion des ressources humaines, qui est un projet qui tenait tant à la République. C'est-à-dire que l'objet ou la mission poursuivie par ce système, c'est justement la maîtrise des effectifs. Or, on ne peut pas mettre ce système intégré sur place, sur pied, dès lors que nous n'avons pas la base des données de l'administration publique. Parce que ce système va prendre en charge la base des données de l'armée, la base des données de la police, la base des données de l'enseignement, CECOP, et ainsi que la base de l'administration publique, qui, elle, est multisectorielle. C'est-à-dire, outre les agents du régime général, porteurs de numéro matricule émis par le ministère de la fonction publique, il y a aussi ceux qui émargent au budget annexe. Donc, tous ceux qui sont dépendants des services centraux, ils doivent être aussi pris dans le système parce qu'ils bénéficient de l'argent du trésor public. À côté de cela, il y a maintenant les retraités, tant du régime contributif que du régime octroyé. Le régime octroyé, c'est-à-dire ceux qui sont pris en charge directement par l'État congolais au travers des banques commerciales via le secrétaire général aux retraités et rentiers. Ceux du régime contributif, ce sont ceux qui sont gérés par la SENSAP. Alors, quand nous aurons réuni, quand nous aurons pris tout ce monde-là dans notre base, nous pouvons immigrer vers le système intégré. Et là, l'État sera à mesure de bien se faire une idée sur les effectifs qu'il paye. Et ces données seront effectivement logées dans les data centers que son Excellence a visité et dont la réplique se trouve ici chez nous. Nadine Clochot, à vous la parole pour poser quelques questions au directeur Ndefou. Merci Tchibassou. Directeur Ndefou, parlons un peu de la mise en œuvre de l'accord de Bibois qui avait prévu le rabattement de 15 à 3%. Est-ce que de l'hyper plutôt, est-ce que c'est déjà d'application? Tout à fait, ça a été appliqué comme convenu au niveau de Bibois. Sincèrement, c'est ici pour moi l'occasion d'abord de remercier son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Fonction publique, qui a piloté cette activité, sans bien sûr oublier ses pairs du gouvernement, et surtout nos hommages les plus déférents, nous les rendons au chef de l'État, et ainsi que le Premier ministre, bref, l'ensemble du gouvernement qui a compris et qui a accepté la nécessité de revoir cet hyper à la baisse. Donc aujourd'hui, c'est chose faite, ça a renforcé le pouvoir d'achat des agents de l'État. Donc ce qu'ils avaient perdu autrefois, ils l'ont récupéré, et donc c'est déjà une bonne chose, nous ne pouvons que le remercier.
Quand on parle hyper, on reste dans le général, la généralité, c'est-à-dire le terme technique. Pour les communs des mortels, l'hyper c'est quoi? C'est l'impôt professionnel sur le revenu. Un agent, un Congolais, tout Congolais qui s'inspecte, conformément à la loi, il doit payer l'impôt. Il y a l'impôt de plusieurs sortes. Il y a l'impôt sur les revenus. Comme nous sommes payés par l'État congolais, nous devons aussi payer notre impôt. Il y a l'impôt sur le loyer, impôt. Il y en a plusieurs. Mais nous, en tant qu'agents de l'État, nous devons payer cet impôt-là. Et c'est l'hyper. Et auparavant, c'était à 15%, et il y a eu le rabattement à 3% avec l'accord signé à Bibois. Oui, et là, c'était conforme, hein, conforme même à la loi, qui fixe les tranches pour des retenues. Des 0 à, je crois, 1 million quelques, c'est 3%. Mais là, on payait plus que ce qui était prévu dans la loi. Alors, heureusement que le gouvernement de Warrior a ramené les choses dans les normes. Donc, voilà. Merci. Ma peut-être toute dernière question. La maison conservatoire prise depuis octobre 2021 contre certains agents, où en sommes-nous? Ah, merci bien, madame. Vous savez, je disais tout à l'heure que nous sommes dans une réforme. Cette réforme, un peu comme pour nos amis de l'IGF qui font la patrouille financière, nous, présentement, nous faisons la patrouille administrative. C'est-à-dire nous rassurer que ceux qui sont pris ou considérés comme agents de l'État, ils le sont effectivement. Et à l'issue du travail que nous avons réalisé en son temps, nous avons relevé qu'il y a des gens qui opèrent dans cette administration sans matricule. Et avec ça, il est payé en salaire de base. Les principes veulent que pour être payé en salaire de base, il faut être d'abord titulaire d'un matricule. Or, nous avons observé des personnes qui sont là, qui sont payées en salaire de base sans matricule. Nous les avons épinglés. Des personnes qui opèrent avec des matricules d'emprunt. C'est-à-dire, mon matricule, vous l'utilisez aussi. Comment cela, ça se fait? Eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Le réseau mafieux a opéré depuis longtemps. Hein. Vous savez comment ça se passe. Personne n'ignore qu'ici, dans cette ville, il y a des gens qui jouent sérieusement avec l'avenir de leurs compatriotes. Ils prennent l'arrêté pris par les ministres de la fonction publique et gardent la première page, la deuxième, plus loin dans la troisième, c'est là où ils jouent. Ils jouent avec, ils vont, vous savez, avec l'explosion de l'informatique. Ils enlèvent le nom qui est là, ils remplacent ça par un autre nom et automatiquement vous devenez titulaire de ces matricules. Or, ce qu'ils ne savent pas, présentement là, le ministère de la fonction publique, au travers de notre direction, dispose d'un outil que nous appelons la base de conformité. Donc, tous les arrêtés pris par les ministres, tous les différents ministres qui se sont succédés, nous les avons ici. Donc, quand vous nous donnez un matricule, nous entrons dans la base, on vérifie si c'est conforme et on sait dire si c'est le vôtre ou pas le vôtre. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons décelé qu'il y a plusieurs personnes qui opèrent avec des matricules des autres. Et là, l'État paye 2 fois, voire même 3 fois les mêmes matricules. Alors, ce sont tous ces cas-là qui ont fait l'objet de mesures conservatoires. Et il y en a qui ont répondu et pour lesquels on a compris que, voilà, ça, oui, ça peut se justifier. Donc, le cas, par exemple, d'un agent qui, au niveau de la paye, au niveau de la direction de la paye, il est repris sans son matricule. Mais il est détenteur d'un arrêté avec matricule. Ça, ce sont des cas mineurs, nous disons, on peut régulariser. Mais il y en a qui n'ont rien. Ils feront l'objet de mesures vraiment définitives. Hein, ça ne sera pas des levées, mais des blocages définitifs. Les cas des matricules d'emprunt, on va réhabiliter celui qui en est les titulaires et tous les autres tricheurs, on doit les bloquer. Donc le processus continue. Hein, les cas des déserteurs, des gens qui sont partis. Quand nous avons fait le travail, les administrations nous ont rassurés. PV à l'appui que ces personnes n'existent pas. Mais nous, avec la philosophie de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, il n'est pas question d'aller brutalement aux actions pour ne pas créer des remous.
Nous donnons le temps à toutes ces personnes de pouvoir se présenter, se justifier. Contrarier les administrations qui disent par exemple que telle personne est déserteur. Si elle peut apporter d'autres preuves contraires, qu'elle l'amène. Mais sinon, si le gestionnaire a dit que telle personne a déserté, les PV à l'appui, mais aujourd'hui cette personne se présente et elle doit nous prouver d'abord où est-ce qu'elle était pendant tout ce temps pour qu'on le déclare déserteur et qu'il puisse continuer à toucher l'argent. Vous savez, le problème c'est que il est vrai, aujourd'hui, il y a une difficulté pour les administrations de pouvoir vraiment coincer toutes ces personnes parce que la paye est bancarisée. Et avec cette bancarisation, les gens vont directement aux banques toucher, sans que les administrations ne reçoivent le rapport de ces banques pour dire telle personne continue à se faire payer sur votre dos, si vous le connaissez pas. Mais nous sommes en train d'aller petit à petit à mettre fin à cette pratique. Directeur, la mesure conservatoire prise depuis octobre 2021 contre certains agents, où en sommes-nous? Des avancées significatives par rapport à ces dossiers. Il y en a qui ont déposé leur recours en bonne et due forme, qui ont été traités dans le cadre de la commission et ils ont été réhabilités. Il y en a qui, jusque-là, n'ont pas réagi. Donc, ce soit parce qu'ils n'ont pas été saisis, et là, je doute assez aisément parce que toutes les administrations avaient été saisies. Et dans l'arrêté de son Excellence, Monsieur le VPM, il était demandé à chaque secrétaire général de notifier les agents concernés. Ce qui a été fait. Alors, ceux qui ne se sont pas présentés, c'est soit ils se reprochent déjà de quelque chose, ils ne sont pas sûrs de pouvoir avoir gain de cause, et ils ont carrément renoncé. Parce qu'en fait, ici, les mesures conservatoires concernent tous ceux qui étaient payés en salaire de base sans matricule. Ils sont NU, mais ils perçoivent le salaire de base. Ce qui n'est pas normal. Au terme de la loi, ne peut bénéficier du salaire de base que celui qui a un matricule. Il y a des cas de ceux qui opèrent avec les matricules d'emprunt. C'est-à-dire, mon matricule, vous l'utilisez aussi. Et ils pensent que ça peut passer, ne sachant pas qu'aujourd'hui, avec la base de conformité que nous détenons, qui nous permet de savoir à qui appartient tel matricule. Et ça a été donné par quel acte, dont la référence de l'arrêté. Nous connaissons le ministre qui l'avait pris, nous connaissons. Et donc, tout celui qui est dans ces cas-là, il est en difficulté. Et ils sont nombreux, ceux qui opèrent avec les matricules d'emprunt et pour lesquels l'État perd beaucoup d'argent. C'est-à-dire, un même matricule sert à une ou deux, trois personnes à la fois. Et l'État perd. Aujourd'hui, avec les processus dont nous sommes en train de... Alors, ceux qui sont les titulaires seront réhabilités. Ceux qui ont emprunté ces matricules seront bloqués d'office. Donc, il n'y a pas à tergiverser sur ça. Donc, vous rassurez l'opinion qu'avec cette mesure, on ne parlera plus de doublons? Non, logiquement, on ne peut plus. On ne peut plus. Surtout quand nous allons faire l'identification biométrique, comme je l'ai dit là. Non, ça ne sera plus possible. Quelqu'un ne peut pas se retrouver deux fois dans les systèmes. On va vite le déceler. Et donc, le prochain fichier de la paye qui devra partir du ministère de la fonction publique, parce que c'est nous qui sommes donneurs d'ordre, le VPM va envoyer un fichier qu'il pense que c'est celui-là, qui va supplanter celui qui est payé présentement, qui va en même temps assainir, va sortir tous les détritus qui tournent, excusez-moi les termes, tout ce qui n'est pas propre, qui se trouvait dans les systèmes. Monsieur le directeur, on est fou, mais c'est depuis octobre 2021 que ces gens sont en souffrance. C'est-à-dire, aujourd'hui, leur paie est bloquée. Nous n'avons jamais, et pour mieux dire, Son Excellence n'a jamais bloqué les salaires de qui que ce soit. Les salaires ont été simplement gelés. Gelés. C'est-à-dire, ça continue à sortir, ça atterrit dans son compte, mais il ne peut pas y accéder. C'est tout ce qu'on a fait. Le temps pour lui de se présenter, qu'on comprenne, s'il est bon, on le réhabilite. Il trouve l'intégralité de son argent. Donc il n'y a pas de souci de ces côtés-là. Mais pour ceux que nous allons effectivement bloquer, ça permettra à l'État de faire des grosses économies substantielles avec cet argent qui allait échapper. Donc voilà un peu. Ceux qui ont bien formulé leurs recours, qui ont été examinés, je vous informe, ils ont été
réhabilités, ils ont déjà touché leur argent. Par contre, ceux qui ne se sont jamais présentés, parce que le recours est individuel, eh bien, ils vont tirer les conséquences qui en découlent. Pendant ces temps, ils sont sur la place publique pour réclamer qu'ils soient réhabilités dans leurs droits. Oui, ils seront réhabilités à la seule condition qu'ils soient vraiment le chef qui soit agent de l'État. Est-ce que c'est l'assainissement qu'on voudrait réaliser dans le cadre des effectifs et de la masse salariale? C'est pour permettre effectivement qu'on ne paye que ceux qui ont qualité. Des gens qui sont entrés par la fenêtre, hein, ou par le sous-sol là, ils n'ont pas suivi la filière, la procédure légale. Vous voulez vraiment, parce que ils se plaignent, donc on valide. Non, c'est pas ça. Il y a aussi ça. Nous sommes dans une réforme. La réforme, c'était le changement. Je sais que le changement a toujours, il y a toujours des résistances. Mais si c'est les prix à payer pour arriver à changer les choses, payons-le. Payons-le plutôt. Alors, je pense qu'on n'a pas de choix, mon cher frère. Nous n'avons que ce pays, il faudra qu'on les sorte du désordre, qu'on le ramène dans les normes. Et c'est ça. Directeur Ndefou, nous avons assisté à la mécanisation de 22 000 agents. Quelle est leur situation en ce qui concerne leur salaire? Là aussi, sincèrement, je jette des fleurs au chef de l'État, qui a compris, qui a intériorisé la démarche proposée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Je salue aussi tous les membres du gouvernement qui ont adhéré à cette vision, parce que c'est une grande première dans les annales de notre histoire d'avoir du coup 22 000 agents payés. Il y en a eu peut-être sur le temps, mais là vraiment c'est une mécanisation de masse, c'est exceptionnel. Donc je peux vous rassurer que tous ces agents sont présentement en train de toucher leur argent. C'est vrai qu'il y a des difficultés à gauche à droite avec les banques. Vous savez, les banques ont toujours des procédures. Mais je vois un peu ce qui se passe pour le compte de notre ministère. Il y a des agents qui sont allés, qui ont été identifiés, ils ont eu leur numéro de compte, ils ont touché leurs 3 mois, d'octobre, novembre, décembre, ils ont touché dans le mois de janvier, et déjà maintenant ils ont même touché le mois de février. C'est une grande première, je ne peux que m'en réjouir d'abord, et chapeau bas à l'initiateur de cette démarche, qui se trouve être son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, qui se bat pour que l'on ne parle plus jamais des non-payés dans notre administration, qu'on ne parle plus jamais des NU dans notre administration. Parce qu'ils sont des tares qui nous tirent vers le bas. On ne sait pas avancer avec ça. En rapport avec l'action que mène le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, qui se bat comme un diable dans un bénitier pour avoir des résultats probants, amener l'administration publique congolaise à la dimension de la grandeur de la RDC. Mais qu'en est-il de cette opération de la remontée des données des administrations décentralisées vers l'administration centrale? Où en êtes-vous? Merci bien de la question. Je crois que nous avons pu bénéficier de tous les appuis possibles à l'heure où nous sommes pour que cette opération de remontée de données des provinces vers la base de données soit effective. On a commencé avec 13 provinces et les opérations sont vraiment en cours. Vous savez, ce n'était pas facile. Dans de nouveaux, disons, dans les attributions nouvelles qui ont été ajoutées pour le compte du ministère de la fonction publique, il y a la modernisation, il y a l'informatisation de l'administration publique, il y a des innovations qu'il faut mener pour vraiment mener cette administration au niveau où elle doit être par rapport à la grandeur de la République.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons cessé avec la gestion des papiers. Nous avons fait la dématérialisation de la gestion, notre affaire. Et donc la remontée de ces données, elle s'est faite en ligne. Elle ne s'est fait plus comme à l'époque où on attendait les listes déclaratives. Je vous ai dit plus d'une fois que, au début, quand nous avons commencé avec les listes déclaratives, nous avons produit des livrables. Et ces livrables ont été déployés, renvoyés au niveau de chaque administration. Pour qu'à leur tour, ils se préparent pour nous rencontrer dans nos besoins, dans nos attentes. Et ainsi, nous avons créé un formulaire en ligne, dans les systèmes. Et chaque administration intervient dans le système en complétant les informations qu'on attendait et au fur et à mesure, ils nous le remontent. Donc, c'est un processus qui est vraiment fantastique. J'ai aimé parce que, en fait, je vais vous surprendre, hein, nous n'avons pas pu recourir à une expertise extérieure. Il n'y a pas un étranger qui est venu nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. L'expertise est congolaise et les jeunes gens qui les font sont des Congolais. Ils sont déterminés à nous accompagner à atteindre cet objectif. Donc ça, c'est exceptionnel. C'est là où je dis, ce n'est pas une mauvaise foi, ce n'est pas le manque d'expertise en interne qu'on n'a jamais pu maîtriser les effectifs, mais c'était une mauvaise foi. Hier n'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une nouvelle dynamique. Nous avons une autorité qui nous accompagne, parce que c'est aussi ça notre difficulté, hein, avec tous ceux qui sont passés, que je n'accuse pas, peut-être que c'était une politique qu'ils avaient adoptée. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir un chef qui laisse l'administration s'exprimer. Le travail s'est fait dans l'administration, qui est en fait la mémoire collective. Vous comprenez un peu? Ça nous permet de nous exprimer. On ne nous amène pas des experts, du dehors, qui viennent faire le travail pour nous. La réforme est faite avec les agents de l'État eux-mêmes. Ce qui fait qu'il y a une adhésion. Et on avance. Donc la remontée des données, je vous assure, ce n'est pas un rêve. Si vous faites un tour dans le Haut-Katanga, vous allez dans la Chopo, à l'Équateur, partout où nous avons déjà déployé les systèmes FA, ils vous diront que c'est la réalité. Donc, le vice-premier ministre matérialise la vision du chef de l'État. Une fonction publique moderne et innovante. innovante. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est juste tout ce qu'il lui faut, parce que c'est lui qui conduit la politique du ministère, il lui faut des moyens. Vous savez, hier, on bénéficiait des appuis de la Banque mondiale, aujourd'hui, il n'en est plus question. Et si le gouvernement ne met pas le paquet, c'est difficile de réaliser tout ce que nous sommes en train de projeter comme activité. C'est très sincère. Monsieur le directeur, Jean-Baptiste Ndefou, c'est votre nom. C'est mon nom. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à Nadine Kilocho d'avoir accepté de partager ce plateau avec moi aujourd'hui. Eh bien, ça n'est donc fini avec ce programme et nous allons vous retrouver prochainement avec les experts de la fonction publique pour vous faire démontrer ces efforts qui sont réalisés pour ramener l'administration publique à la hauteur de la République démocratique du Congo, faire renaître cette administration qui était dans les oubliettes, mais aujourd'hui, avec les efforts fournis par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao Ebouaka Lokola Mongalibana, les fonctionnaires peuvent donc retrouver les sourires. À bientôt sur votre chaîne. Au revoir.